vivaient les Romains de l'Antiquité sous le climat méditerranéen. Un climat humide et chaud selon de récentes études scientifiques. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus à Arles. Après les coutumes militaires et les habitudes vestimentaires, nous allons percer les secrets des combats des gladiateurs qui s'affrontaient sous un soleil de plomb. On sait que ces beaux costauds étaient généralement quand même particulièrement remarqués par les dames même de la bonne société. Nous assisterons également à un étonnant banquet antique typique de la cuisine des climats méditerranéens, mais avec quelques différences bien particulières. Dans la cuisine romaine, on n'avait pas encore la tomate, la pomme de terre, le chocolat, le café. Enfin, vous allez voir, Karl est loin d'avoir livré tous ses secrets. Un bateau dans un incroyable état de conservation a refait surface au bord du Rhône. Ce sont des conditions météo hors normes qui ont permis cette découverte. C'est la première année où on trouvait des objets aussi exceptionnels. Le voyage au pays des Romains, c'est hic et nunc, ici et maintenant, comme on disait en latin. Voici la fierté d'Arles, ces majestueuses arènes construites en 90 après Jésus-Christ. Elles sont un incontestable signe extérieur de puissance. Ici, c'est un monument très vaste puisqu'il contenait 21 000 spectateurs. C'est le deuxième monument de spectacle de la ville d'Arles, le premier étant le théâtre. Et Arles en possédait même un troisième qui était le cirque, ce qui confirme encore justement le fait qu'elle était une ville capitale. C'est ici que se déroulaient les Jeux du cirque, la plupart du temps au printemps et en été, car l'amphithéâtre est un lieu ouvert, en plein air, et ne pouvait s'accommoder de la neige ou de la pluie. Et par grand soleil, pour éviter les coups de chaud, les Romains avaient inventé d'immenses stores déroulants, les vélums, qui recouvraient une partie des gradins, en attendant d'assister au premier combat des gladiateurs. Il existait des combats, par exemple, entre ce qu'on appelait le sécuteur et le rétiaire. Le sécuteur, c'est celui qui avait un glaive à la main, qui portait un casque à visière, bien entendu, qui avait un grand bouclier et qui était protégé seulement sur une partie du corps. Le rétiaire, lui, armé de son filet et de son trident, devait avoir une rapidité probablement plus grande pour arriver à enfermer justement le sécuteur dans le filet. Les gladiateurs pouvaient affronter des bêtes sauvages. Dans certaines arènes monumentales, on les faisait même participer à de véritables batailles navales en remplissant la piste centrale avec de l'eau. Les vainqueurs devenaient de véritables vedettes. Les gladiateurs vedettes étaient ceux qui, étant plus doués que d'autres peut-être, ou ayant eu plus de chance, arrivaient à faire plusieurs combats en vainqueur et pouvaient ainsi faire une carrière qui les mettait au rang des grandes stars du sport ou du show business d'aujourd'hui, si vous voulez. Ces athlètes étaient appelés des mangeurs d'orge à cause de leur régime alimentaire très protéiné, nécessaire à des efforts physiques intenses. D'ailleurs, que mangeaient les Romains? La réponse avec Mireille, son métier organisait des banquets à la mode antique. Si c'était une cuisine typique des climats du sud de l'Europe, pas question en revanche de pizza ou de tomates mozzarella. Dans la cuisine romaine, on n'avait pas encore la tomate, la pomme de terre, le chocolat, le café. Le sucre n'existait pas encore, n'était pas trouvé ni utilisé. Donc on utilisait le miel et on utilisait beaucoup de miel, souvent même dans les plats salés. Au menu, des calamars farcis, des œufs de caille, des dattes, du fromage de brebis, du porc, le tout agrémenté de poivre, de gingembre et de vin un peu particulier. Le vin était souvent aromatisé ou coupé d'eau chaude ou d'eau froide. On le dégustait pas nature. Donc là, par exemple, j'ai fait un vin d'après une recette d'Apicius, qui est un vin aromatisé à la rose, au poivre et au miel. Et ce vin blanc est aromatisé à l'absinthe, c'est-à-dire que l'absinthe a macéré dans le vin blanc. Plus on descendait vers le sud, plus les plats étaient exotiques. À Pompéi, on servait même des langues d'oiseaux ou des coups de girafe farcis. Et pour manger, il n'y avait pas de fourchette et les couteaux restaient en cuisine. Donc on avait la cochléar. La cochléar, donc c'est un cuilleron pour attraper les choses solides, un pic pour attraper les morceaux. Et on pouvait s'en servir à la fin du repas pour se curer les dents. Les repas ne se prenaient jamais assis, mais debout ou allongés dans le triclinium, un ensemble de 3 litières sur lesquelles on s'installait face à une table basse centrale.
Au musée départemental d'art antique, on conserve des vestiges d'amphores qui servaient à entreposer les aliments. Mais en 2007, on a fait une autre découverte tout à fait étonnante. Un bateau de 31 mètres de long dans un parfait état de conservation. Et pour le découvrir, à seulement quelques mètres du musée, il a fallu réunir des conditions météo exceptionnelles. On avait un Rhône qui était assez clair, où on arrivait à avoir des visibilités de 3 mètres, donc ce qui est assez exceptionnel, puisque le plus souvent on voit seulement à 20 cm. On fouille seulement en été, c'est le moment où le débit est le plus faible du Rhône. Au-delà d'un certain nombre de mètres cubes secondes, on ne peut plus plonger dans le Rhône, et ce créneau s'ouvre seulement entre juillet, septembre, voire un petit peu octobre. Et c'est à ce moment-là qu'un morceau d'histoire de l'humanité surgit des profondeurs du fleuve. On a trouvé juste un petit morceau de bois qui dépassait du sédiment. On l'a suivi à peu près sur 7 mètres et à partir de là, on pensait qu'il s'agissait d'une pirogue. Un an plus tard, on a fait des expertises et on s'est aperçu qu'il s'agissait d'un chaland, c'est-à-dire un bateau à fond plat. Ce bateau servait à transporter des marchandises sur le fleuve et il était probablement tiré par des animaux ou des hommes depuis les berges. Et comme des enquêteurs policiers, les archéologues ont découvert les causes du naufrage, la météo. On a retrouvé en fait à l'intérieur du bateau une couche d'argile de 25 cm d'épaisseur et les géomorphologues l'ont étudié, ils nous ont expliqué qu'il s'agissait d'une couche de décrue. Donc qui dit décrue dit crue, et étant donné que ce bateau a fait naufrage avec toute sa cargaison, sa vaisselle de bord, on pense qu'effectivement il s'agit d'une crue qui a provoqué le naufrage du bateau avec l'ensemble de sa cargaison. Le Rhône recèle probablement encore bien des trésors. C'est ici qu'avait déjà été découvert le buste de Jules César, le plus connu au monde. Il faudra attendre d'autres conditions climatiques exceptionnelles pour que se lève à nouveau le voile sur l'histoire des Arlésiens au temps de l'Antiquité.